Aujourd'hui, voyons un concept qui est pour moi ce qui peut faire clairement la différence entre même pas un joueur amateur et un joueur professionnel, mais entre les 99% des footballeurs de la planète versus, donc contre les 1%. Donc quand je dis les 1%, c'est les premiers noms de footballeurs qui te viennent à l'esprit à chaque fois que tu parles de qui est le plus fort milieu de terrain, ailier, avant-centre, tout ce que tu veux. De la planète, de l'histoire. Qu'est-ce qui fait la différence entre ces 99% et ce fameux 1%? Je pourrais même dire ce 0,1% parfois. Mais avant, on va avoir une première partie de vidéo très interactive où je vais te poser des questions, tu vas devoir y répondre, sélectionner les meilleures options selon toi, et après on va voir une fameuse deuxième partie, on va parler justement de ce concept. Ça à toi de voir si tu veux faire la vidéo interactive ou pas, et bref, la deuxième partie, si ça t'intéresse, le plus. C'est parti. Ah oui, avant de la première partie, c'est un petit extrait d'un live que j'ai fait dans le groupe privé Telegram. Voilà, tu me contactes sur Instagram, sur Facebook si tu veux le rejoindre. Sachant qu'il faut que tu correspondes aux critères, je ne prends pas n'importe qui. Faut répondre à quelques questions avant. Bref, je te laisse voir ça. Donc c'était juste pour te prévenir. Je le dis trop de manière française. De Bruyne a le ballon. Il est dans la partie reculée, dans le deuxième tiers, premier tiers de l'organisation de son équipe en tant que meneur de jeu. Et il a une situation qui va du coup se dérouler devant ses yeux que je vais mettre tranquillement au ralenti. Et vous allez me dire un petit peu ce qui s'y passe. Donc, là, il voit certaines choses. Il a la tête levée, il n'est pas attaqué, on est contre un bloc bas. À votre avis, réfléchissez petit à petit, mettez-moi en commentaire. Est-ce qu'il trouve joueur A? Est-ce qu'il trouve joueur B? Est-ce qu'il trouve joueur C? Est-ce qu'il trouve joueur D? Je vous laisse réfléchir. Je mets encore un peu plus de vidéos. J'avais montré avec le doigt. Joueur A, joueur B, joueur C, joueur D. Je vous laisse me donner les réponses. Je vous laisse 10 secondes. 5, 2, 1. Joueur C pour Samuel. Très bien. Samuel, est-ce que tu peux m'expliquer? Ok, intéressant. Ça, c'est une belle réflexion. Pour ça que Samuel, je te pose la question. Pourquoi, à ton avis, il trouve joueur C? Dis-moi, qu'est-ce qui te fait croire ça? Qu'est-ce qui te fait croire que il trouve joueur C? Explique-moi là, écris tranquillement, t'as le temps, t'en fais pas. Maxime, très bien. Du coup, je vais revenir sur ta réponse. Très intéressant, je la lis, parce qu'il y en a qui, sur un possible replay ou repartage que je ferai, tout le monde ne l'aurait pas. Je pense qu'il trouve Rodri, son orientation du corps et son regard qui se dirige en effet dans ce sens-là, laisse penser qu'il va jouer à l'opposé. Je vois que je t'ai peut-être un petit peu matrixé avec masquer ses intentions. Mais ça me fait plaisir que tu aies cette réflexion-là, par contre. Parce qu'encore une fois, là, c'est la décision de De Bruyne. Ça se trouve que en masquant ses attentions, et là, bah, du coup, c'est la bonne réponse pour Maxime. Il trouve Rodri. Du coup, c'était même pas l'une des réponses. Ou même Alvarez, ce qui fait croire que là, son corps le fait tout laisse penser qu'il va la jouer dans cette zone-là. Ben, même si c'est pas ça, c'est sa décision, mais au moins vous réfléchissez. Ah, je vois des choses. Mais maintenant, moi, je te pose une question. Oui, tu as vu les signaux de Bruyne, maintenant tu te mets dans le corps de Bruyne. D'accord? Tu es De Bruyne là pendant quelques secondes. Toi, pourquoi tu as envie de la donner à Rodri? Ma question, qu'est-ce que tu vois comme signal? Pourquoi tu veux la donner à Rodri? On part du principe que justement tu utilises l'outil de masquer ses intentions. Tu fais croire que tu regardes tout là-bas, et regardez, et en fait tu la claques là. Mais pourquoi tu la claquerais là, toi? Parce que c'est bien, c'est un outil de déséquilibre, etc.
Pourquoi tu la donnes là, toi? Qu'est-ce que tu vois comme signal qui te donne envie? Rodri, c'est la meilleure solution. Rodri va créer quelque chose derrière. Ah là, et si je t'embête, fallait s'y attendre. Le joueur, c'est le meilleur pour attaquer l'axe. Ok, le joueur C est le meilleur pour attaquer l'axe. Réponse de Samuel. D'accord. Le joueur qui ferme la passe au départ coulisse légèrement car il anticipe qu'il va jouer à l'opposé, ça ouvre l'intervalle. Tu parles de lui ou de lui? Parce que j'imagine que si c'était Rodri, c'est lui qui ferme la passe au départ. Ok, oui. Ce que tu veux dire, c'est que là, du coup, il est un peu en dilettante. Il est tranquille parce qu'il se dit, bah, de toute façon, il va la jouer là-bas. C'est ça? Donc, il vient un peu sur De Bruyne, mais sans trop venir parce que pour lui, c'est pas là qu'il va jouer. Mais en tout cas, c'est intéressant. Et Samuel, toi, c'est le meilleur pour attaquer l'axe, en effet, mais il y a des signaux là. Il y a des signaux, qu'est-ce qu'ils font les défenseurs? Comment ils se positionnent? Dans 5 secondes, je donne la réponse. Mais réfléchissez, même si là vous écrivez pas et j'ai pas la réponse avant, c'est pas grave. Mais au moins vous réfléchissez, d'accord? Qu'est-ce que Samuel, qu'est-ce que tu vois? Quels sont les signaux qu'on voit juste ici? Comment se comportent les défenseurs? Ok, réponse en direct. De Bruyne fait ce choix-là, pourquoi? Parce que ils sont pas totalement à l'arrêt. Les défenseurs déjà, ils le suivent. Ici, lui, son attention, il est porté sur qui? Ses appuis sont où? Sur le joueur C. Le joueur D est totalement oublié, donc c'est une très bonne opportunité. En plus de, il peut le donner, parce qu'il n'est pas tout seul, et ils peuvent peut-être créer quelque chose à deux. D'où la décision. Là, c'est pas un joueur qui est tout seul et scellé contre un, deux, trois joueurs qui vont venir fermer sur lui. Là, on va pouvoir peut-être avancer, créer quelque chose. Deuxième chose, pourquoi il ne trouve pas le joueur C? Le joueur C, la profondeur qu'il a devant lui, il faut que De Bruyne, même si c'est De Bruyne, hein, mais on se remet nous dans notre peau de joueur avec nos qualités techniques, alors même De Bruyne ne l'attend pas, c'est que la profondeur derrière, elle est un petit peu courte. Elle est un petit peu courte, et lui, il est un petit peu loin, donc son dosage, plus c'est loin, plus le dosage de la passe, il est compliqué à réaliser. Et moins il y a de profondeur dans le dos de la défense, plus là, faut vraiment être incroyable, quoi. Faut mettre un effet slidé ou je sais pas quoi, slicer, mais compliqué. Maintenant, pourquoi il trouve pas Rodri? Parce qu'au départ, c'est un peu fermé, la passe est un peu compliquée dans cet intervalle-là, et surtout parce que à partir de ce moment-là où lui, il a analysé que eh bien, c'était fermé, son attention s'est portée là-bas. Elle s'est portée peut-être au départ pour OK lui, puis au final, il a vu le comportement de ce joueur-là, donc il l'a transmis au joueur D. Donc ça, c'était première situation, un peu plus, on va dire, tranquille, pas quelque chose d'exceptionnel. Vidéo, je crois. C'est celle-ci, messieurs, c'est celle-ci. Waouh! J'ai rigolé devant cette vidéo parce que même moi, je me suis dit, je regarde les signaux. Ah, mais c'est évident qu'il la met à lui. Du coup, je vous donne un petit peu, vous savez qu'il y a peut-être un piège. C'est waouh, c'est un tout autre niveau. Moi, déjà que j'adore cet aspect-là du jeu, justement, c'est pour ça que j'enseigne, parce que pour moi, c'est ce qui rend les joueurs vraiment décisifs. Mais là, à qui il la donne? À qui il la donne, les gars? Est-ce qu'il la donne? Choix A à Kyle Walker qui va venir profiter de justement le principe de pro qu'on a vu la dernière fois, que les joueurs regardent uniquement le ballon et Kevin De Bruyne, donc saisir cet espace-là. Choix A. Choix B, il trouve Erling Haaland dans le cœur du jeu, dans ce carré qui va peut-être remiser à quelqu'un à un moment donné. Ou il trouve choix C, il la claque ici et il trouve Gundogan. Ou choix D, il trouve, je crois, euh, Bernardo Silva. C'est Bernardo Silva, ouais. Chaussure jaune.
où il trouve Bernardo Silva. Ralenti, choix D pour moi. Ah, bah c'est déjà au ralenti, Axel. Ça a déjà fait le taf. 0,25 même. Bah ouais, les gars, mais surtout, pourquoi il trouve Bernardo, là, vous le voyez, dites-moi. Dites-moi le signal, enfin le signal principal qui emmène cette décision, enfin les deux signaux principaux. Parce que oui, il trouve Bernardo, c'est affolant. Les joueurs lambda, ils trouvent tous Kyle Walker ou Haaland, allez. Et les joueurs de très bas niveau, les joueurs que j'appelle de niveau 1, bah, ils trouvent Rodri. Ils se prennent pas la tête avec ça, c'est trop compliqué la passe là-dedans. Ah oui, ah oui, Haaland. Bernardo Silva, signal 1, bah, il est lancé. Mais Bernardo Silva, il lance son appel à quel moment? Parce que lui, il voit ce signal-là. Lui, il fonce là. Parce que Haaland, il vient décrocher. Donc, signal, Haaland décroche. Il emmène un défenseur. Silva appelle. Trois signaux. Prise de décision tellement rapide. Et on peut même se dire qu'à un moment donné, il voulait la donner à Kevin De Bruyne, à Walker là. Là, il avait pris l'info. Il voit Haaland. Il veut peut-être la donner à Haaland. Et au final, dernière prise d'info, il se dit, OK, bah Silva en fait. Et là, ça passe. Et il y a de la magie derrière, ça passe entre les jambes du milieu de Newcastle, etc. Mais encore une fois, bah, modèle de jeu exceptionnel. Parce que le standard de De Bruyne, le standard élevé de De Bruyne, c'est toutes mes passes vont vers la surface. Toutes mes, je vais pas dire de gros mots, mes passes vont vers la surface. C'est mon standard élevé. Si je peux pas, standard minimum, je la cloche à Kyle Walker. C'est pas grave ça. Mais toutes mes passes vont vers le but, vont vers la surface. Tout ce que je recherche à chaque fois que je prends l'info, c'est ce joueur, ce sont ces signaux qui vont nous emmener à cette passe-là. Ce que je trouve impressionnant, et c'est là où je veux vous emmener, c'est le niveau auquel ça va, la prise de décision qui va super vite chez Kevin De Bruyne. Un ballon est récupéré. Il lève la tête. Ah, je pensais que ça restait comme ça jusqu'au bout. Il lève la tête. Il a vu. Arrière latéral trop loin, un grand espace ici. Je peux la mettre. Si je la mets super bien de ce côté-là, juste devant lui, il va se régaler. Et c'est Kevin De Bruyne. Et il a visé la bonne zone. Il visait exactement la zone qui était libre, où il n'y avait plus le latéral droit. Donc la zone du latéral droit ben, n'est pas couverte. Il ne couvre pas le défenseur central droit. Donc ça veut dire que l'espace est libre dans son dos. Si j'ai un coéquipier qui se trouve et qui peut aller dans cet espace-là, eh ben, je lui mets. Prise de décision ultra rapide. Tu as vécu la vidéo interactive, et en fait, si j'ai fait ça dans ce sens-là, c'est pour que tu remarques et que tu prennes conscience un peu plus rapidement le concept que je vais étayer maintenant, le concept de think out the box. Qu'est-ce que c'est? Traduction pure et simple, c'est penser en dehors de la boîte ou hors de la boîte. Et ce concept-là, pourquoi c'est ce concept qui fait la différence entre le 1% des footballeurs, forcément professionnels, et les 99% autres? C'est parce que c'est parce que un joueur comme Kevin De Bruyne ne fait que penser hors de la boîte. Et je vais étayer mes propos au fur et à mesure de cette deuxième partie. Think of the box, c'est un concept qui est utilisé beaucoup dans l'entrepreneuriat, voilà, dans le business, etc. Mais je pense qu'il est aussi beaucoup utilisé dans le sport et notamment aux États-Unis, je pense, parce que bah, c'est un terme anglais en plus, donc plus facilement chez eux. Et c'est un concept utilisé naturellement par les meilleurs athlètes de cette planète. Parce que pour être le meilleur parmi les meilleurs, donc ce fameux 1%, voire moins que 1%, il faut être en capacité de penser différemment. Tu ne peux pas devenir le meilleur dans ton domaine
devenir le meilleur à ton poste en pensant comme 99% des autres joueurs à ton poste. C'est impossible. Et penser différemment, c'est quoi? C'est avoir déjà toujours la base, une confiance en soi exceptionnelle. Et ça, déjà, c'est penser différemment, d'avoir cette confiance en soi régulière, forte. D'accord? Et je dis régulière parce que même les 1% ont douté à un moment donné dans leur carrière. Mais par contre, de ce doute, ils ont créé quelque chose d'encore beaucoup plus puissant. Parce que justement, les moments difficiles, négatifs, les moments où ils se disent le monde est contre moi, bah, en fait, eux, ils pensent pas pareil. Ils se disent cette situation est juste là pour me rendre plus fort. Et ça peut aller dans des cas extrêmes. Certains ont perdu des proches, très très proches, avec qui ils passaient tous les jours, toutes les minutes de leur vie. Et ils ont utilisé cette situation que 99% des gens se seraient enterrés plus bactères, auraient perdu une partie d'eux-mêmes. Alors oui, tu perds sûrement une partie de soi-même, de toi-même. C'est un petit peu le cas pour l'avoir vécu. Mais c'est pas la remplacer. C'est utiliser cette partie qui te quitte comme une force pour développer quelque chose d'autre de beaucoup plus puissant à la place. Et ça, tu peux pas le faire si tu ne penses pas différemment. Mais maintenant, dans le sport, qu'est-ce que c'est? Vous avez vécu une vidéo interactive où on voit Kevin De Bruyne faire des passes de fou furieux. Des choses que même moi, en regardant l'extrait, je peux vous le dire, hein, j'ai pas eu les options de Kevin De Bruyne. Vous avez vu à ma réaction en plein live. Ben en fait, think out the box, c'est de penser à ce que 99% des joueurs pensent, mec, ça passe pas. Non, mais ça n'existe pas, cette passe dans cette zone. Non, non, je vais perdre le ballon. Ces joueurs-là ne pensent pas à perdre le ballon. Non, ils pensent à la mettre au bon endroit, à ce que ça soit une réussite. Ils pensent pas à l'échec, eux. Et si échec il y a, ah, bon bah ça arrive à tout le monde, je suis humain. Et ils se remettent en place, et l'action d'après, qu'est-ce qu'ils font? Ah, ça va marcher. Et t'as une passe de malade de la part de Kevin De Bruyne, t'as une frappe inattendue de la part d'Hendrick, t'as Mesut Özil qui la laisse passer entre les jambes, et qui, très clairement, déconnecte toute l'équipe adverse. Ça, tous ces moments, les joueurs, ils pensent différemment. Et toi, t'as sûrement peut-être vécu l'un de ces moments. Je l'ai moi-même vécu, hein, l'un de ces moments. De laisser le ballon passer entre mes jambes plein axe, parce que tous les attaquants adverses nous avaient pressés, parce que j'ai deux milieux, un qui vient sur moi et un qui est pas hyper bien placé, et en prenant l'information, toujours les bases, confiance en soi, prise d'information, je vois mon ailier rentrer à l'intérieur du jeu, et je la laisse passer entre les jambes. J'ai limite 7 joueurs sur cette situation. Non, 6 joueurs, j'abuse. 6 joueurs sur cette situation. Je touche pas le ballon, hein. J'ai même pas besoin d'être bon techniquement. On a des moments où on pense différemment. Où on se dit, 99% des gars qui regardent le match autour du stade, à la télé, les gars sur le terrain, ils pensent pas à ça. Ça, c'est penser hors de la boîte. Mais t'es malade, Axel. C'est quoi cette prise de risque? C'est la vie que les meilleurs joueurs de la planète ont décidé de mener, c'est de prendre des risques. Parce que pour eux, l'échec, ça fait partie de la carrière, ça fait partie du match. Tout de suite, paf, il retourne dans cette fameuse zone bleue qu'on a vue dans l'une des vidéos. Il reste pas dans la zone rouge, genre, ah, j'ai raté, je suis nul, pourquoi j'ai tenté ça, pourquoi j'ai pris ce risque-là, oh là là, c'est catastrophique, mais plus jamais je retente ça, faut que je joue simple, faut que je fasse des passes vers l'arrière. Les gars qui pensent hors de la boîte pensent jamais comme ça. J'ai pris un risque, c'est normal, du coup, d'avoir un échec. Il y a un équilibre à avoir. Est-ce que Kevin De Bruyne, à chaque passe, prend le risque? Non. Quand il n'y a pas lieu d'être, il ne le fait pas.
Mais par contre, dès qu'il voit l'opportunité, lui, il la saisit. Et évidemment, son modèle de jeu est tellement puissant parce que, encore une fois, vous allez me parler d'instinct, etc. Oui, évidemment, c'est de l'instinct, les passes de Kevin De Bruyne. C'est ce fameux concept de think out the box. Mais il fait ça depuis l'âge de 7-8 ans, de penser hors de la boîte. Donc évidemment, c'est une habitude. Mais avant, faut essayer, avant, faut réfléchir. Avant, faut avoir les concepts de jeu, les fameux principes que je vous partage sur cette chaîne. Pour ensuite, en prenant l'information, en ayant cette confiance, donc tout ce qu'on voit, moi, dans mon accompagnement dès le début, travailler la confiance en soi, la régularité, jouer plus libre, savoir pourquoi tu le fais, savoir pourquoi tu es sur ce terrain. Est-ce que c'est pour le haut niveau ou est-ce que c'est juste pour kiffer? Pour qui tu veux prouver? Qu'est-ce que tu veux prouver sur le terrain? Pour qui tu veux le prouver? Qu'est-ce qui te bloque? Quelles sont tes croyances limitantes? Et à partir de là, on travaille le foot, prise d'information, apprentissage différentiel avec la technique. Mais si tu connais pas le jeu, tu peux pas penser hors de la boîte. Je peux penser hors de la boîte, moi, parce que je connais le jeu. Mais tu me mets au tennis, Roger Federer, think of the box. Moi, tu me mets au tennis, je connais pas. Je connais les règles, je connais qu'il faut taper dans la zone. Mais me dire que ah il a cette distance-là, il vient de reculer, je sais pas, truc coupé, la slicé ou je sais pas quoi. Chris, mon cousin, si tu vois ce petit extrait, excuse-moi pour tuer ton sport. Mais très clairement, où j'en étais, ouais, think out the box, c'est tout simplement, les gars connaissent les règles, ils le font depuis tellement d'années que ouais, c'est de l'instinct. Mais avant de faire de l'instinct, ils se sont apporté la réflexion, ils ont testé, ils se sont dit, ah ça fonctionne pas, ah ça fonctionne. Ah, ça, personne n'y pense. Think out the box. Et ils mettent ça dans leur boîte Think out the box. À eux, que personne a. Donc oui, moi, en tout cas aujourd'hui, si ton objectif c'est d'être le meilleur, ben, va falloir prendre des risques. Ouais, va falloir se battre contre certains coachs. Leur expliquer, mais écoute, moi je vois ça. Moi, je vois l'espace devant lui, je vois l'espace devant le roi Sané, donc je la claque à l'opposé, ça passe devant quatre défenseurs pile dans sa course. Parce qu'après, évidemment, il y a la compétence technique, comme on l'a vu, les trois facteurs d'influence. Ses capacités techniques lui permettent, parce qu'il a bossé pour. Si vous voulez bosser pour, je pense qu'aujourd'hui, il y a ce qu'il faut sur Internet, il y a des accompagnements qui vous aident, à vous de faire le nécessaire. Soit vous débrouillez tout seul, encore une fois, vous prenez mes vidéos YouTube ou les vidéos de quelqu'un d'autre, vous mettez en place un plan, et voilà, vous commencez à bosser. Ou vous sentez pas, ou vous voulez aller un peu plus vite, ou vous voulez avoir des feedbacks justement de ah j'ai fait un plan mais je suis pas sûr que ça soit bon parce que bah, je connais pas grand-chose. Ah, là vous prenez un accompagnement, vous faites suivre par un expert en qui vous avez confiance. Pas le premier venu ou vous savez pas trop ce qu'il fait le gars. Mais si vous voulez penser différemment, va falloir prendre des risques. Va falloir être capable de faire comme De Bruyne, comme Ozil, bah ouais, être capable de peser le pour et le contre, l'équilibre du risque et de l'opportunité que c'est, est-ce que l'opportunité elle est grande donc, ça veut dire que le risque il est un peu plus grand. L'opportunité est moins grande, les résultats que je vais recevoir, les gains que je vais recevoir sont moins grands, donc forcément les pertes sont plus petites. Passe vers l'arrière, c'est une opportunité, il y a un joueur libre. Mais est-ce que au niveau des gains, ils vont être énormes? Non. Sergio Busquets, Iniesta, Messi a fait ça, et Messi c'est le 0,00001%. Neymar pareil, Cristiano Ronaldo pareil. Et après tu rajoutes bah, évidemment Kevin De Bruyne, tu peux rajouter Mbappé, Haaland, qui pensent aussi différemment, mais dans leur style. Parce qu'il y a plusieurs think of the box. Mais Ozil, il n'y en a pas beaucoup des gars comme lui. Bernardo Silva, il n'y en a pas beaucoup des gars comme lui. Ils sont pas stock. Ils vont pas, ah non, mais faut prendre du volume musculaire. Non, avant ton état d'esprit, think of the box, ton intelligence de jeu, ta technique, ta prise d'information. Et après, tu rajoutes l'armure, le bouclier, tout ce que tu veux derrière. Renfort musculaire, ok. Pour réduire ton risque de blessure, pour être bien dans ta peau, c'est important.
Mais avant, comment tu penses hors de la boîte? Et moi, ce que je fais sur ma chaîne, c'est penser hors de la boîte. Parce que comme vous êtes beaucoup à me le dire, ce que vous voyez là, en francophonie, il n'y a personne. Même dans le monde entier, j'en ai vu un seul faire ce que je fais. Deux. Un asiatique et un anglais ou un américain. C'est tout. Parce que j'ai décidé de penser hors de la boîte. Et j'ai découvert ces gens-là qui pensent hors de la boîte aussi. Venir dire que l'intelligence de jeu, la tactique, c'est la priorité, dans un monde comme le nôtre français, c'est penser hors de la boîte. Puisque moi, je sais, par rapport à ce que je fais, par rapport aux résultats de mes milieux, que ça fait une différence de dingue. Et je suis super fier de ce que je fais très clairement, de ce que je leur apporte, de la liberté dans le jeu que je leur apporte, de imposer leur autorité. Donc quand je dis ça, c'est leur style de jeu. Et je suis très très heureux que certains, même pas forcément en étant dans l'accompagnement, mais en suivant mes vidéos YouTube, en écoutant ces vidéos-là, bah, se développent en tant que humains dans le football, ce qui impacte et nourrit leur footballeur. L'humain, le footballeur, c'est lié, mais l'humain avant toute chose. Think out the box, hop, the lap box, l'équipe. Avec mon anglais, j'ai forcé jusqu'au bout pour avoir un bon accent. Mais voilà, j'ai pas plus de choses à vous dire aujourd'hui. Peut-être que la vidéo est trop longue. C'était une vidéo où je voulais discuter un petit peu avec vous. Voilà, mais je pense que c'est un concept ultra intéressant à penser et pourquoi pas à développer soit vous-même, soit pourquoi pas bosser ensemble à un moment donné. Allez, à plus l'équipe.